Alors bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Annie Lacroix, donc notre camarade et amie, dans le cadre de notre série sur l'Union européenne et l'euro. Et donc aujourd'hui avec Annie, donc qui est historienne, on va essayer de comprendre les origines de l'Union européenne et de ce carcan capitaliste. Euh, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer les origines de cette Union européenne dans la période du début du XXe siècle, enfin qui va de la fin du XIXe siècle jusqu'au, on va dire, à la Deuxième Guerre mondiale? Il se trouve que les relations franco-allemandes, les relations industrielles et bancaires, les relations financières franco-allemandes se sont considérablement intensifiées à la fin du XIXe siècle, dès le début de la phase impérialiste, qu'elles n'ont pas du tout été arrêtées, mais au contraire ont été intensifiées par les lendemains de la guerre de 1870. Qu'a régné une relation qui est d'ailleurs illustrée par la famille de Wendel, dont une partie demeure en Allemagne, tandis que l'autre devient française après 1871. Et cette union très importante, très particulière, elle est établie au départ essentiellement sur le fondement suivant. La France a du minerai de fer, et elle a du minerai de fer que l'Allemagne n'a pas pu épuiser, puisque les découvertes des ingénieurs de l'époque bismarckienne indiquaient du minerai de fer en Moselle, mais pas en Meurthe-et-Moselle. Et en 1880, on trouve des gisements en Meurthe-et-Moselle. Donc d'un côté, le minerai de fer, un petit peu de minerai de fer allemand, parce que l'Allemagne a annexé la Moselle, mais elle a besoin de bien davantage de minerais, et la France est une grosse importatrice de charbon, bien que productrice de charbon. Et il n'est rien de mieux pour faire du bon acier que d'avoir un très bon charbon du type coquet fiable, c'est-à-dire le coq de la Roure. Et donc se sont établies des relations qui n'ont jamais été interrompues entre le coq d'un côté et le minerai de l'autre. À cela s'ajoutent les relations chimiques, et des relations chimiques qui se sont considérablement intensifiées après la Première Guerre mondiale, dans la mesure où l'Allemagne avait développé avant-guerre une énorme supériorité chimique. C'est bien simple. Avant 1914, la chimie lourde allemande, la chimie du chlore, allemande représentait à peu près 98% des exportations mondiales du produit. Et la Première Guerre mondiale permet dans les autres pays impérialistes la naissance d'une très forte industrie chimique lourde, financée par l'État, financée par le contribuable, et qui est affectée au privé au lendemain de la guerre. C'est-à-dire que tout ce que le contribuable a consenti sera attribué au privé. Et en France, c'est attribué à une société qui prendra le nom de Kuhlmann et qui est un partenaire privilégié du Reich. Donc il faut bien comprendre qu'entre sidérurgie et chimie, les liens, pour ne citer que cela, les liens entre le capital financier français et le capital financier allemand sont extrêmement étroits. Et ils ne sont pas interrompus par la Première Guerre mondiale, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais bon, il suffit de lire aux origines du carcan européen, voilà, pour constater les choses. Et évidemment, comme ces liens n'ont pas été interrompus par la guerre et que tout indique que l'évolution va les intensifier, il faut comprendre d'emblée que le capital financier français a été partie prenante, a été vraiment le décideur des mesures de contrainte contre l'Allemagne, mais
de mesures de contrainte qu'il n'a jamais été en mesure lui-même d'appliquer, notamment à cause de sa dépendance chimique et de sa dépendance charbonnière. En particulier, du point de vue de sa dépendance chimique, on ne le sait pas, mais on le sait grâce aux archives, notamment diplomatiques, économiques et diplomatiques. Le capital français, et notamment les dirigeants de Kuhlmann, ont passé avec les grands groupes allemands qui avaient déjà formé les linéaments de ce qu'on appelait l'IG Farben, c'est-à-dire la société des colorants, qui n'est pas encore l'IG Farben de 1925, mais qui est une première association qui va devenir une association de capitaux. Donc, ces trois grandes sociétés qui sont Bayer, BASF et Hearst, qui vont devenir l'énorme géant IG Farben à partir de septembre 1925, ont une telle avance en matière de chimie lourde que Kuhlmann et ses dirigeants, en particulier le célèbre Joseph Frossard, qui sera l'âme de la collaboration économique sous l'occupation, passent un accord secret sur l'arrangement qui peut être contracté et qui, naturellement, viole toutes les clauses du traité de Versailles, puisque, en fait, le traité de Versailles doit empêcher l'Allemagne de rester une puissance chimique. Pour ne donner que cet exemple, et il en est bien d'autres, notamment l'exemple sidérurgique, parce que le traité de Versailles, bien entendu, est théoriquement une catastrophe sidérurgique pour l'Allemagne. Elle perd la Sarre, elle perd une partie très considérable de ses approvisionnements. Mais comme de fait, d'une part, le traité de Versailles, en partie, ne sera jamais appliqué, et que, d'autre part, l'Allemagne est en mesure de réaliser avec toute une série de pays, notamment les pays neutres, je pense en particulier à la Suède, grosse exportatrice de minerais de fer, dès 1920, l'Allemagne a surmonté toutes les clauses de Versailles. Et comme à partir de 1924, je vais expliquer pourquoi ça nous fait intervenir une autre puissance. Dès 1924, il n'est plus question que de réconciliation officieuse, officielle de la France et de l'Allemagne. Jamais les clauses les plus sévères de Versailles n'ont été mises en œuvre. Et quel est le deuxième ou le troisième intervenant, si on enlève la France? Ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont une puissance économique devenue dominante à partir de 1890, premier producteur mondial industriel. Les États-Unis, le capital financier américain a noué avec l'Allemagne avant-guerre des liens capitalistiques très profonds que non seulement la Première Guerre mondiale n'arrête pas, mais va finalement renforcer avec un débouché sur une véritable alliance qui est symbolisée d'ailleurs par le sabotage officieux puis officiel des États-Unis contre le traité de Versailles. Les États-Unis, pour s'implanter définitivement en Europe et être là, présents en Europe, ont absolument besoin de cet énorme partenaire allemand. C'est à partir de cet énorme partenaire allemand dont ils assurent la défense officieuse, officielle, dès la fin de la guerre, c'est à partir de ce partenariat que les États-Unis, énormes prêteurs à la France et à l'Angleterre, arbitrent ou décident de toutes les grandes, je dirais, toutes les grandes questions financières de l'après-guerre. Donc, dès la fin du XIXe siècle, ou l'immédiate après-guerre de 14, on voit deux intervenants
essentiels dans les rapports avec la France, l'Allemagne, avec des aspects autonomes, comme on l'a vu, et puis les États-Unis, qui sont à la fois le rival et le défenseur et l'avocat permanent de l'Allemagne, et par conséquent, qui sont la force essentielle de destruction du traité de Versailles. Et à partir... Alors, quelle est la date essentielle? Je dirais de toutes les structures qui nous mènent à la naissance de l'Union européenne. C'est l'échec définitif, en 23-24, de la dernière tentative ferme, officielle du gouvernement français, d'appliquer Versailles, c'est-à-dire l'occupation de la Ruhr. Parce que l'Allemagne n'a pas du tout perdu la Ruhr, mais la France, le capital français, le grand capital belge, décide d'un petit geste d'autorité, c'est-à-dire, puisque l'Allemagne refuse de payer ses réparations, ne les paie plus, en fait elle a payé en 2021, voilà, sur occupation massive, et après elle a arrêté de payer. Et en 23, occupation de la Ruhr. Occupation de la Ruhr qui sort à un véritable tir de barrage de divers pays. Les États-Unis, qui ont commencé massivement à prêter à l'Allemagne, alors qu'ils n'ont pas prêté pendant la guerre, à prêter à la reconstruction, si j'ose dire, de l'Allemagne, sachant que l'Allemagne n'a jamais été détruite. Donc les États-Unis, grands protecteurs de l'Allemagne, l'Angleterre, qui voudrait bien, elle, des réparations, mais qui ne veut surtout pas perdre la clientèle charbonnière de la France. Or, si la France touche des réparations allemandes, qu'est-ce qui se passe? Le marché britannique du charbon s'effondre en France. Et le Vatican. Je renvoie à mon ouvrage « Le Vatican, l'Europe et le Reich » pour montrer quelle est la nature de cette alliance entre le Vatican et l'Allemagne, qui a joué un rôle extrêmement important, je dirais, depuis la fin du XIXe siècle, et déterminant à partir de 14-18. C'est-à-dire que la France subit une pression écrasante, le capital financier, notamment sidérurgique et chimique, qui a exercé une très grosse pression sur l'État français pour déclencher cette occupation de la Ruhr, fléchit. La pression américaine, la pression anglaise au franc, pour couler le franc, qui aboutit d'ailleurs, aboutit fin 23, en novembre 23, quand le secrétaire d'État américain Charles Hughes dit à l'ambassadeur en poste, si vous n'évacuez pas vos troupes, vite fait, nous allons vous mettre le franc à zéro. La France cède. La France de Poincaré, qui est toujours présentée par l'historiographie dominante, voilà, comme le matamor qui veut écraser l'Allemagne, qui est un homme de la sidérurgie. Qui est-ce qui a fait la carrière de Poincaré? C'est ceux qui ont fait la carrière de Schumann, c'est-à-dire les Wendel, c'est-à-dire les maîtres du comité des forges, de cet organe de direction de la sidérurgie française qui s'est constitué dans les années 1850. Et par conséquent, on entre quasi officiellement à partir de 24, quand la France cède aux États-Unis, qu'elle accepte les plans de liquidation des réparations, pas d'aménagement des réparations, de liquidation des réparations. On entre dans une nouvelle période, qui est une période à partir de laquelle la France abdique à peu près tous ses buts de Versailles, cesse rigoureusement d'assurer la défense de ses frontières dans des conditions que j'ai exposées notamment dans le choix de la défaite. À partir de ce moment-là, on entre dans une période qui est une période officielle de réconciliation. C'est-à-dire par exemple que la France, les hauts fonctionnaires français, sont parfaitement au courant de ce que l'Allemagne réarme. L'Allemagne n'a pas réarmé à partir d'Hitler, elle a réarmé à partir de 19, dans des conditions qui sont exposées dans l'ouvrage. Elle réarme, ce qui veut dire que c'est une menace, évidemment, sachant que
elle va récupérer, elle va tenter de récupérer non seulement les territoires qu'elle a perdus, mais les territoires qu'elle considère comme lui étant acquis avec le plein soutien du Vatican, c'est-à-dire tout l'ancien empire austro-hongrois, dont le Vatican lui a officiellement attribué, si je puis dire, la responsabilité à partir de 1919 sous le pontificat de Benoît XV. Donc, la France financière, suivie par la France gouvernementale, entre dans une période marquée par les très bonnes relations. Il y a des hauts fonctionnaires, je pense à un haut fonctionnaire notamment, qui se fait évincer d'une structure franco-allemande en 1925 parce qu'il a la sottise de dire que l'Allemagne réarme comme une folle, ce qui ne se fait pas quand on se réconcilie gentiment. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais la porte étant ouverte à cette réconciliation officielle, que sont passées ouvertement des alliances de capitaux. Je dis sont passées ouvertement des alliances de capitaux parce qu'elles préexistent. On se doute bien que s'il y a eu un échange entre le fer français et le coq allemand, on a passé des accords de capitaux avant la guerre de 14. On les a maintenus. Et ce qui est le plus extraordinaire, parce que ça se reproduira exactement de la même manière dans la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai étudié aussi, c'est que les associations de capitaux qui, par exemple, avant 1914, étaient à 60% allemandes, 40% françaises, sont devenues, après 1918, 40% allemandes, 60% françaises. Les mêmes dans l'Allemagne occidentale, et notamment la Sarre, attribuée au moins partiellement à la France, feront l'objet en 1941 d'une même modification, 40% français, 60% allemands. Et donc, association de capitaux clandestines, notamment en pays neutres, toute une série qui se succèdent depuis les années 20. Cartels, grands cartels commerciaux qui marquent tout l'entre-deux-guerres. Je dirais que nous avons le choix entre plusieurs, il y en a deux particulièrement importants. Le premier, c'est celui qui préfigure la CECA, c'est-à-dire la communauté charbon-acier annoncée en 1950, réalisée à partir de 1953. Ça, c'est quelque chose de bien connu, cette association CECA, c'est-à-dire qui finalise en quelque sorte l'histoire du 19e, charbon, acier. Eh bien, en 1926, c'est le cartel international de l'acier. Il n'y a pas le charbon dedans. Il faudra pour le charbon attendre que le contribuable paie officiellement tout. C'est-à-dire que les charbons soient nationalisés et que la sidérurgie privée puisse bénéficier de tarifs particulièrement avantageux. La première étape, c'est septembre 1926. C'est-à-dire la création du cartel international de l'acier à Luxembourg, entre la France, alors qu'on l'ait bien en tête, parce que c'est la préfiguration de la CECA, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, on a les futurs, l'essentiel du futur Benelux, tout ça au Luxembourg, sous la houlette d'un des pères de l'Europe, Meyrich, qui est d'ailleurs le gendre d'un de nos
hommes politiques et ministres socialistes, qu'on présente volontiers comme résistant qu'il n'a jamais été. Bon. Et ça, c'est quoi? C'est un cartel qui accorde, mon ouvrage donne le détail, la majorité relative, plus de 40% de l'acier du cartel conclu à l'Allemagne. Quand l'Allemagne récupérera la Sarre, ça fera 6% de plus. Et tout le monde sait, j'ai montré comment, pourquoi dans le Vatican, l'Europe et le Reich, tout le monde sait que, à l'issue du référendum prévu par le traité de Versailles dans les 15 ans, référendum qui doit se tenir en 1935, la Sarre sera à nouveau acquise à l'Allemagne. À ce moment-là, l'Allemagne détiendra 46% de la totalité du cartel. Il y a un petit 28% pour la France, c'est-à-dire que la France est en position de stricte infériorité. N'entrons pas dans les détails, nous avons la même chose en ce qui concerne le fameux cartel de la chimie. Cartel de la chimie, il n'est pas dans la CECA, mais évidemment, il est dans toute la structure qui suit, en particulier avec la disparition de la grande industrie chimique française à partir des années 60. C'est-à-dire, on est peu après la constitution de la vraie IG Farben, c'est-à-dire de l'association de capitaux entre les trois dont j'ai parlé, BASF, Bayer, Hearst, et ce gigantesque cartel obtient des positions encore plus avantageuses au sein d'un cartel de la chimie, d'un cartel international de la chimie. Je ne l'ai pas dit, mais les États-Unis, qui n'ont jamais utilisé la loi antitrust Sherman de 1890 que pour combattre les syndicats, c'est-à-dire évidemment les capacités de résistance de la main-d'œuvre, eh bien, en fait, les anti-cartels américains ont adhéré, d'une part au cartel de la chimie, d'autre part au cartel de l'acier, et nous avons, comme avant 1914, des cartels internationaux qui expliquent le véritable sort non seulement des guerres, mais des lendemains des guerres, qui débouchent sur ces réconciliations permanentes du capital, de capitaux rivaux, mais qui trouvent des plages d'accord au sein de profonds désaccords. Je dois dire d'ailleurs à quel point il est indispensable de se donner la formation économique nécessaire pour réfléchir un moment et puis pour comprendre la continuité des processus. Il faut que, je dirais, n'importe lequel de nos spectateurs aille chercher la petite brochure de Lénine, qui est publiée en 1916, qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », parce que, d'abord, on y trouve une définition d'une phase du capitalisme qui est toujours en cours, qui s'appelle l'impérialisme, qui est la phase du triomphe du capital financier qui unit le capital bancaire et le capital industriel de très haut niveau, bien entendu, et qui, dans une situation permanente de rivalité entre les plus forts, les plus faibles, dans le cadre d'une concentration permanente du capital, parvient ou ne parvient pas à des situations de compromis. Et il faut absolument lire ce livre parce qu'on y voit décrit à la veille de 1914 des configurations de capitaux qui sont à peu de choses près exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui, avec une modification du rapport de force, bien sûr. Hein, et qui permettent de comprendre, si on ne fait pas ça, on ne peut pas le comprendre, qui permettent de comprendre comment la thèse du super-impérialisme, selon laquelle finalement, s'il y a des associations de capitaux,
une concentration énorme du capital, ben on va se retrouver avec un capital quasi unique, bien entendu, qui sera un facteur de paix. Mais c'est une thèse qui est développée, notamment par l'ancien marxiste Kautsky avant 1914, qui s'écroule dans le fracas de la boucherie entamée à l'été 1914. Et c'est une légende qui a couru depuis, qui s'est effondrée en 1939, ma foi, qui a encore couru depuis, avec le thème de l'Union européenne, facteur de paix, etc. Et bien entendu que la conjoncture du stade de la crise systémique du capital dans laquelle nous nous trouvons débouche sur la même situation de guerre dite secondaire, qui risque de déboucher sur une guerre générale. Il faut donc bien comprendre que la thèse selon laquelle l'Union européenne serait née de la découverte horrifiée des puissances occidentales, des mauvaises intentions soviétiques après 1945, Staline ayant mis la main sur l'Europe de l'Est, étendu son ombre partout, fait disparaître la liberté, n'a rien à voir avec les circonstances exactes d'une association conflictuelle de capitaux qui n'a jamais cessé depuis la fin du XIXe siècle, qui a connu un temps fort dans les années 1920 et dont l'histoire de l'Union européenne n'est que le prolongement. Évidemment, ça passe par des développements politiques. Tous les rêves européens d'aujourd'hui sont des rêves européens qui semblent déjà caressés à la fin des années 20 ou début des années 30, quand le ministre des Affaires étrangères Aristide Briand lance des grands programmes de l'Europe qui sont en fait destinés à accepter les desiderata allemands, mais quand même en essayant de bouger en recul. Bon. Donc, évidemment, inutile de dire que les soviets n'ont pas grand-chose à faire avec ça, qu'on est dans cette association de capitaux qui, comme dit Lénine, passe des moments de compromis, des moments pacifiques, au moment de transition du pacifique au non-pacifique, qui nous mène à 1914, qui nous mène à 1939, alors même, il faut le dire, que la crise des années 30 et la venue des hitlériens au pouvoir, qui est une décision non seulement allemande, mais internationale, c'est-à-dire qui est une décision des grands prêteurs internationaux à l'Allemagne. Cette phase même, non seulement n'arrête pas la phase européenne, mais l'accélère. Et il est significatif que, dans un programme d'agrégation sur une France devenue européiste à l'extrême, avec son corps enseignant, cette question d'agrégation est portée sur l'Europe. C'est la question 2007-2009. C'est très intéressant, parce qu'elle a été choisie par deux de mes collègues européistes, Robert Frank et Gérard Bossuat, le premier surtout, qui avait une position plus stratégique, parce qu'il était professeur à l'université Paris 1 à Sorbonne, et il avait décidé, et il l'avait annoncé à tous ses doctorants et déjà maîtres de conférences, il avait annoncé à l'été 2005, après l'échec du référendum sur la Constitution européenne, que, comme les journalistes nous l'avaient répété de 0 à 24 heures, la pédagogie n'avait pas été suffisante. Et comme la pédagogie n'avait pas été suffisante, il fallait enseigner via les enseignants français, formés par le CAPES, c'est-à-dire le certificat de recrutement
au professorat du secondaire, et l'agrégation, qui a en partie cette fonction, il fallait former des professeurs qui puissent expliquer à nos chères têtes blondes et brunes que l'Europe était un facteur de paix qui s'imposait. Ce qui explique, je ne sais pas si les auditeurs me croiront, les spectateurs me croiront, ce qui explique que de cette question sur l'Europe de 1919 à 1989, date à laquelle la démocratie s'était établie sur l'Europe entière, ou presque l'Europe entière, vite l'Europe entière, puisque les méchants soviétiques avaient été vaincus, et bientôt d'ailleurs l'Union soviétique dissoute. Donc, cette grande nouvelle, faisant régner la paix sur l'Europe enfin, résultait de ce que l'Europe avait toujours été un facteur de paix, les collègues ayant retiré 33-45, je ne sais pas si on va me croire, de l'étude. Pourquoi? Parce que 33-45, c'était pas l'Europe, vu que l'Europe était un facteur de paix. Mais ça a été plus que jamais l'Europe. Je renvoie les spectateurs à mon ouvrage industriel et banquier sous l'occupation, et si quelqu'un veut contester l'idée que l'occupation ait été le rêve de l'Europe, ce moment béni où le détenteur de la tutelle de l'Europe, l'Allemagne, est en mesure de dire à ses homologues français dans une session qui s'est déroulée à l'ambassade d'Allemagne. On a des représentants du capital financier et de l'appareil d'occupation, c'est les mêmes, qui disent aux banquiers français, leurs homologues, eh bien il n'y aurait rien de mieux que d'opérer une unification monétaire européenne. 41, cette unification monétaire européenne, qui, on le sait, va intervenir dans les années qui va d'abord être préparée dans la période de recul de cette Europe, dans la période gaulliste, où De Gaulle tente de résister comme il peut, mal mais un peu, et comment les choses sont relancées de manière évidemment beaucoup plus aisée après que le momentané gêneur a quitté le chemin et cessé d'embarrasser tout le monde. Donc, qui, à ce moment-là, soutient un projet qui est avant tout le projet des fauteurs de guerre, c'est-à-dire de la grande industrie impliquée dans l'armement, dans le réarmement. Qui a été le porteur de tout ça? Ce qu'on ne sait pas. Les pères de l'Europe d'après-guerre. On a Gasperi, qui sert le grand capital italien. On a Schuman, né en Moselle, sujet du Reich jusqu'en 1918, et qui est au service des Wendel comme homme politique français, qui ne cessera de l'être jusqu'à la fin de sa carrière politique et jusqu'à son décès, et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les conditions d'une victoire américaine, j'allais dire par chaos, dans des conditions particulièrement favorables aux États-Unis, ces mêmes conditions qui expliquent les phénomènes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toute une série de chercheurs et hommes politiques, je pense à Brzezinski, mais qui est une des personnalités américaines, je rappelle, d'origine polonaise. Brzezinski
a été, on le sait, le conseiller du président Carter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses qui semblent tout à fait contradictoires avec l'Europe. Il dit, voilà, on a besoin de cette Europe, voilà, comme marché, on a besoin d'une Europe qui limite quand même les capacités d'intervention de l'Allemagne, qui ait des relations exécrables avec la Russie, c'est-à-dire qui, surtout, n'ait pas de relation avec la Russie et par conséquent qui puisse rester dans une situation établissant la tutelle américaine ad aeternam. Bon, on dira c'est Brzezinski. Mais c'est Brzezinski dans les années 1990. Aujourd'hui, on a Friedman, enfin on en a un paquet, c'est-à-dire qu'est-ce que ça montre? Pourquoi je renvoie encore à Lénine? Ben, ça montre la nature guerrière d'emblée du capital. C'est-à-dire, on s'aime, on s'adore, on se fait la guerre parce qu'à un moment, la concurrence entre les capitaux est tellement féroce qu'il faut l'arbitrer par un conflit. Et donc, on mesure que les mêmes hommes qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, ont été les serviteurs des marchands de canons, des marchands de chimie lourde, destinés pas seulement au cyclone B, mais qui ont aussi fabriqué le cyclone B. On se rend compte que ce sont les mêmes qui, à un moment donné, tout en s'alliant, tout en conservant d'excellentes relations personnelles, en dînant ensemble, en se voyant à Bâle, à la Banque des règlements internationaux, sont conduits du fait de l'initiative plus grande de l'un ou de l'autre, en l'occurrence de l'Allemagne, à entrer en conflit. Le conflit est suspendu. En fonction du vainqueur plus ou moins important, il est arbitré de telle ou telle manière. Il est arbitré en 1945 de telle sorte que, facteur déjà déterminant de l'Union européenne des années 1920, les États-Unis deviennent le facteur, j'allais dire, hyper déterminant de ce qui va devenir officiellement l'Europe de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui aurait été constituée sous l'effet de la terreur que l'armée rouge aurait provoquée auprès des dirigeants européens. Cette terreur aurait amené à se rapprocher de l'Allemagne parce que cette Allemagne était bien tracassante, elle avait commis, même à l'égard de l'Europe occidentale, ma foi, bien des actes répréhensibles, mais devant un danger militaire si grand, politique si grand, comment ne pas s'unir pour la défense de la démocratie? Voilà au fond de quoi est née cette Europe qu'on nous a fait miroiter comme une Europe neuve, faite d'hommes neufs. Aucun des hommes adultes n'était neuf. Tous avaient eu un rôle déterminant. Je voudrais donner un seul exemple, évidemment, pour aller très vite sur une affaire longue et complexe. Lorsque est lancé, sous la direction quotidienne des États-Unis, le fameux discours de Schuman, ministre des Affaires étrangères, qui aurait surpris tout le monde. Oh là là, mon Dieu, le projet Monnet, le projet Schuman aurait été un coup de tonnerre. Ah bon, d'abord, je n'ai pas parlé de Monnet. Il faut juste dire que Jean Monnet est tout simplement une créature américaine, puisque toute sa carrière, ça commence à être su avec beaucoup de difficultés, mais on commence quand même un peu à savoir que Monnet a fait toute sa carrière financière au service des intérêts américains depuis l'immédiate après Première Guerre mondiale. Autant que Schuman, qui est en partie un instrument de l'Allemagne, Jean Monnet
même plus encore que Schuman, Jean Monnet est une créature des États-Unis. Je l'ai montré dans une série de livres, notamment avant le dernier sur les origines du plan Marshall, je dirais tout ce qui va de l'avant-guerre à l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, c'est une créature des États-Unis, au sens propre du terme. L'essentiel de ses intérêts sont aux États-Unis. Et on a, avec les archives, notamment les archives diplomatiques du Quai d'Orsay, la démonstration de ce jeu permanent auprès de l'impérialisme français, des deux impérialismes plus forts que l'impérialisme français, l'impérialisme allemand entièrement reconstitué. Il faut voir ce que c'est que la reconstitution de l'appareil industriel allemand dans les années 1945-1955. Je donne toute une série d'exemples qui permettent de voir que tout est reconstitué, que l'ancienne Vereinigte Stahlwerke, pour ne citer que les aciéries réunies, qui sont une partie essentielle de la sidérurgie allemande, les Vereinigte Stahlwerke sont entièrement reconstitués en plus puissants qu'avant-guerre entre 1950 et 1955. Je voudrais d'ailleurs signaler à cet égard que le plus gros profiteur de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire Rheinmetall, qui est un des plus gros profiteurs de la Deuxième Guerre mondiale, ma foi, est une instance, est un groupe européen qui n'a prospéré que dans les guerres. Et par conséquent, on a, et je renvoie encore à Lénine, on a à voir le seul tableau des banques, des grandes banques et notamment des banques françaises, on a un tableau de 2024 qui est pratiquement le tableau de 1914 sur le capital financier. La différence, c'est que la concentration du capital s'est accélérée, que la baisse du taux de profit s'est elle aussi accélérée, et que ça explique, mais évidemment, je renvoie là à Lénine et à Marx, que ça explique ce différentiel de revenus qui provoque, je dirais, l'émoi de la gauche de gouvernement quand elle n'est pas au gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité des revenus, il faut quand même que nous y parions. Eh bien, évidemment, il n'en sera jamais question dans ce cadre, puisque plus les difficultés de réalisation du profit sont grandes, sachant qu'il est indispensable que la peau du lait conserve absolument tous ses privilèges, et plus la pression sera grande, et plus les marchés seront difficiles à défendre, et plus la guerre sera présente. Est-ce qu'il est besoin aujourd'hui de démontrer que l'Europe n'a pas été un facteur de paix? Je laisse les spectateurs faire la recension de ce qui s'est produit en Europe depuis 1999, au moment où on nous sorine que la guerre en Ukraine est la première guerre au centre de l'Europe, etc. Je signale que, à bien y regarder, sur le moyen terme, on a, je dirais, le moyen de démontrer que l'Union européenne n'est pas une sorte de paradis de paix démocratique qui serait menacé par le monde entier hostile, que nous sommes dans un cadre qui n'a pas été modifié depuis la phase impérialiste, et par conséquent qui exige, pour être compris, une connaissance sérieuse de plus d'un siècle précédent. Qui connaît son histoire connaît mieux le réel
et par conséquent est en mesure d'agir mieux sur le réel. Merci beaucoup. Ça permet de bien éclairer ce qu'est l'Union européenne capitaliste, comment elle est vassalisée aux États-Unis et son rôle dans la guerre contre la Russie. Et ça éclaire bien le présent, je pense. Donc merci beaucoup Annie. C'est moi qui vous remercie. Et on vous retrouve pour nos autres épisodes de cette série sur l'Union européenne. À bientôt. À bientôt.